Bienvenue dans mon incroyable histoire. Sylvie, ta sale histoire, tu la dois à un sale type. Un pervers qui a assouvi ses pulsions malsaines grâce à la soumission chimique. Un DRH qui a abusé de son pouvoir pour te soumettre, toi et plus de 200 autres femmes pendant une dizaine d'années. Quand ce haut fonctionnaire te contacte, tu y vois une chance de décrocher un bon job. Mais le jour de l'entretien, tu es au top, tout va bien, jusqu'à ce qu'il te propose un café. Tu le bois, pourquoi te méfier? En réalité, tu viens de tomber dans un terrible piège. Ton entretien devient un cauchemar. Il vient de te droguer à ton insu. Jamais tu n'aurais dû répondre à cette annonce. Jamais tu n'aurais dû te retrouver entre les mains de ce sadique, toi qui, quelques semaines plus tôt, répondais simplement à une petite annonce. Oui, effectivement, moi je cherchais simplement du travail, donc je me suis dit je vais postuler dans la fonction publique. J'ai réseauté sur les réseaux sociaux professionnels, dont LinkedIn, et puis j'ai rencontré mon agresseur sur ce réseau social. C'était tout simplement un fonctionnaire du ministère de la Culture et il m'a proposé un entretien professionnel. Qui a l'air de quoi quand tu le contactes? Déjà, son profil LinkedIn est assez fourni, en Ouais. fait, donc il est très rassurant. On y voit sa photo, son profil, sa carrière, qui remonte assez loin. Et puis, on voit qu'il est aussi médaillé de l'Ordre national du mérite. Donc ça aussi, ça rassure. Et puis, oui, je fouille quand même un petit peu. Je téléphone aussi au ministère pour m'assurer qu'il y a bien cette personne qui travaille au ministère. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez prudent. Ah ouais. Voilà, quand je vais en déplacement pour un entretien, même je préviens ma famille. Donc, j'avais prévenu ma famille une semaine avant en envoyant une capture d'écran du profil en disant « Je vais rencontrer ce monsieur-là, ma semaine va être préparatoire. En gros, laissez-moi tranquille. Ouais. Et voilà, sachez que vendredi, je vais aller à cet entretien. » Toi, tu viens de Lille et ce poste et cet homme se situe à Paris, Ah oui, dans un ministère. Donc, dans un ministère. ça vaut le déplacement. Quand même, c'est le genre de proposition d'entretien qui peut débloquer une carrière, en fait. Enfin, là, j'avais vraiment besoin de trouver rapidement. Et je me suis dit, on passe pas à côté d'un entretien dans un ministère. Et puis, il y a ce recruteur qui me contacte. Donc, je fonce. Ce recruteur qu'on va appeler Christian N, c'est comme ça que la presse l'appelle depuis que cette affaire a été dévoilée. Cet homme, comme je l'ai dit en lancement, aurait fait environ 200 victimes, voire un peu plus, uniquement des femmes. Hein. Oui, uniquement des femmes. S'en est pris qu'à des femmes. Ouais. Grâce à la soumission chimique, on va comprendre quel procédé tordu il employait. C'est un prédateur, en fait, qui a prédaté pendant plus d'une dizaine d'années, si ce n'est plus, en fait, puisqu'on a des traces, des preuves sur une dizaine d'années. Comment ça se passe ce jour où tu vas là-bas? Oui, je suis un peu stressée, comme pour tout entretien, et c'est surtout, je suis impressionnée. Vraiment, là, je me dis, bon, je baigne dans la communication quand même depuis de nombreuses années, et là, d'être dans le ministère de la Culture et de la Communication, bon, c'est comme un Graal, une consécration, quoi. C'est important dans une carrière. Donc vraiment, je suis impressionnée, contente aussi, vraiment, fière et déterminée. Donc tu arrives là-bas. Je passe les portiques de sécurité, on prévient mon interlocuteur et on commence l'entretien. C'était une immense salle de réunion, comme j'ai déjà pu voir dans un contexte professionnel. Et il y avait beaucoup de petites bouteilles d'eau partout dans cette salle de réunion. On aurait dit qu'on allait accueillir 200 personnes, quoi. C'était vraiment impressionnant. L'entretien commence, ça se passe pas mal, je crois. T'es plutôt. Ouais, je suis à l'aise. Plutôt à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. On s'installe, on est l'un en face de l'autre. La table est immense, donc ça fait un peu comme dans les films, quoi. Et là, je me dis, ouais, je suis dans un ministère, donc rien de déconnant, quoi. Et puis, on commence à parler. Et il me rappelle, en fait, il se rappelle qu'il a oublié de me proposer par politesse une boisson. Et donc, j'accepte de prendre un café. Et il m'indique qu'il n'y a pas de machine à café dans la salle de réunion. Donc nous sortons de la salle, nous allons au 4e étage et il m'indique que c'est l'étage des ressources humaines et il y a du monde autour des machines à café, vraiment du monde. Et du coup, il salue un peu tout le monde et il me propose de prendre ma boisson, de sélectionner ma boisson. C'est lui qui vient, qui prend la boisson, qui la sort et il est interpellé par un collègue à ce moment-là, donc il se retourne, il salue ce collègue et ensuite il se retourne vers moi, il me tend ma boisson et prend sa propre boisson. Donc là aussi, ça peut paraître des détails. On peut se demander pourquoi tu racontes avec autant de précision un moment aussi banal. Oui. Sur le coup, Non, c'est sur le un coup, détail de chez détail. c'est ça. Donc tu repars avec ton café qu'il te tend lui-même, Ouais. après avoir un peu tourné le dos et salué ses collègues. Et vous retournez dans la salle de réunion. Tout à fait. Et là, vous continuez l'entretien. Oui, donc là, on repart sur ma présentation personnelle. Donc, qu'est-ce que je fais là?
pourquoi je cherche du travail, dans quel contexte. Et j'explique tout. Je suis transparente, j'explique vraiment tout mon parcours, du baccalauréat jusqu'à l'inaptitude professionnelle et la reprise d'études en Master 2. Il est intéressé, il est... Il est plutôt détaché. Donc il est il m'écoute, je vois bien qu'il m'écoute quand même d'une oreille, mais il est un peu concentré sur son téléphone. Donc je me dis, c'est le matin, ok, il a peut-être des mails, des urgences à lire, et en fait effectivement, je le laisse consulter son téléphone, mais au bout d'un moment c'est long quand même, et j'ai l'impression de parler dans le vide. Donc je suis un peu perplexe, je me dis, est-ce que je le dérange et je lui fais remarquer que... Enfin, je me questionne, hein, et puis finalement, je m'interromps et je lui dis, pardon, excusez-moi, vous voulez peut-être un moment pour gérer votre téléphone, en gros. Oui. Et puis, il me dit, non, vous inquiétez pas. Enfin, vous voyez, quand même, j'ai des fonctions dans un ministère, c'est normal, je dois répondre à quelques mails. Mais vous inquiétez pas, continuez, je suis tout à vous juste après, vous inquiétez pas. Ton café, là, qui t'a servi, tu le bois, Je le bois, mais j'ai l'impression de le boire seul. Il te propose alors quelque chose qui est assez rare, hein, je pense, dans les entretiens d'embauche, d'aller prendre l'air. Il me dit, dis donc, faut que vous voyez ça. Il y a les colonnes de Buren qui sont en travaux. C'est une installation qui est design. Moi, je ne sais pas ce que c'est à l'époque, les colonnes de Buren. Il faut que vous voyez ça. Bon, je ne vais pas dire non, je suis le mouvement. Enfin, moi, je pense que c'est à l'intérieur du bâtiment. Et puis au final, il me fait sortir par l'arrière du ministère. Et puis on franchit une grille, on franchit une cour, et puis on franchit une petite ruelle. Et on arrive effectivement devant une installation graphique qui est à l'extérieur, dans une cour. Et c'est juste à côté du ministère. Du ministère, oui. Face à ça, cette installation qui est en travaux, je me dis, pourquoi on est là? Mais certainement qu'il y a des bureaux du ministère autour, parce qu'il y a plusieurs endroits. Enfin, un ministère, c'est grand, il peut y avoir aussi plusieurs bureaux. Donc je m'attends à ce qu'on rentre par une porte quelque part dans un autre bureau, en fait. Mais non. Et il fait beau ce jour-là, c'est une journée printanière. Donc il me dit, écoutez, il fait beau, si ça vous dit, on continue l'entretien en marchant. Et là, en fait, avec du recul, j'aurais dû dire non. Mais à la fois, on ne peut pas dire non en entretien de recrutement quand on est face à un recruteur qui a un tel enjeu de besoin de... Enfin, moi, j'allais tomber au RSA, hein, j'étais en fin de droit. Il est plutôt avenant, sympathique. Et il y a du monde aussi autour. Il y a du monde, t'es pas seul. On est entre un ministère et le musée du Louvre. On t'attire pas dans une cave. Donc, vous vous baladez. Oui, c'est ça. Sur les quais. Ouais, enfin, c'est pas vraiment une balade parce que c'est quand même un entretien professionnel. Et il me met en situation et il me parle d'un poste. Vous marchez en tout cas. On marche, donc on chemine tout doucement. Donc là où moi, je suis en mode entretien, où on me pose des questions, mais vraiment des questions très professionnelles. Si j'étais chargée de communication, directrice communication du Mont-Saint-Michel, et que je devais travailler avec un chargé de patrimoine qui est plutôt réfractaire à la gestion de projet, comment je gère la situation? On marche très lentement. Tu t'en sors pas mal? Ouais, je m'en sors pas mal. Ouais. Franchement, je suis plutôt fière de mes réponses. Et en fait, il me repose plusieurs fois la même question, en la reformulant. Et là, je me dis, j'ai pas bien répondu. J'ai dû rater un truc. Enfin, pourquoi il me repose la même question? Il veut m'amener quelque part et je n'arrive pas à aller là où il veut. J'ai dû rater un bout. Donc je rumine, je réfléchis, je mouline. Et j'essaye, tant bien que mal, de répondre à sa question et d'essayer de lui faire plaisir en apportant la réponse qu'il cherche. Mais je pense qu'en fait, j'avais déjà bien répondu. Comment tu t'expliques, après coup, ces deux choses? Un, il te pose plusieurs fois la même question. Deux, il te fait marcher très très lentement. Mais je pense qu'il veut me faire prendre mon temps, enfin analyser, me piéger, me mettre dans une espèce de petite prison, en fait, de m'enfermer dans mon esprit sur ce sujet-là pour pouvoir profiter d'autre chose. Jusque-là, tu trouves un peu bizarre qu'il marche si lentement et qu'il te pose toujours la même question. Mais il n'y a pas de problème particulier. Enfin, tu ressens... Je commence à gargouiller du ventre. Tu gargouilles du ventre. Ouais, et ça m'embête parce qu'on l'entend. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je gargouille du ventre? Et j'ai peur qu'il l'entende. Donc ça commence à me déranger, me dire, non, mais c'est pas normal, quoi. Bon, c'est peut-être le petit déjeuner du matin, le stress. Je suis stressée. C'est ce que je me dis. J'essaye de me rassurer, en fait. Donc non seulement je réponds à ces questions, mais en plus je me parle à moi-même pour essayer de comprendre ce qui m'arrive, parce que c'est inhabituel. Et puis à un moment, il me fait même m'arrêter, en fait.
Et il nous fait regarder la scène. Et je me dis, mais pourquoi il me fait regarder la scène? Pourquoi on s'arrête? J'ai pas besoin de m'arrêter, on peut marcher. Enfin, c'était étrange, en fait, vraiment. Plein de petites choses comme ça. Et puis, je commence à avoir mal au ventre. Et puis, progressivement, une envie d'uriner. Là, on est combien de temps après que tu aies ingéré ce café, à peu près, les débuts de On va dire une demi-heure, trois quarts d'heure après être sorti. Et puis, cette envie d'uriner est de plus en plus intense. Là, c'est au-delà de l'envie d'uriner, c'est mon corps qui se met tout de suite en alerte, en fait. Enfin, tout de suite. C'est progressif, mais au bout d'un moment, c'est flagrant. C'est des palpitations, des tremblements, mes pieds qui gonflent. J'ai jamais fait de rétention d'eau de ma vie, donc là, c'est la première fois que je vois mes pieds qui gonflent. Tes pieds qui gonflent. Mes pieds qui gonflent. C'est dû à quoi, ça? Je ne sais pas. Là, je me dis, j'ai envie d'uriner, j'ai mes pieds qui gonflent, j'ai l'air de faire de la rétention d'eau. Dis donc, je suis vraiment stressée, qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'interpelle, en fait. Je me dis, qu'est-ce qui cloche, quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je tremble, comme je vous dis, j'ai des palpitations. Je sens des gouttes qui perlent sur mon visage. Donc là, je me dis, oula, ça sort d'où, ça, en fait? Si j'ai des gouttes sur le visage, je suis rouge aussi, parce que quand je fais du sport et que j'ai des gouttes, en général, c'est que je suis rouge tomate. Donc là, je me dis, oui, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, il ne fait pas 40 degrés dehors. Non, mais par contre, je sens la chaleur du soleil. Je sens une chaleur qui m'envahit et qui me paraît anormale, en fait. Et je me dis, waouh, je me mets dans quel état, moi, pour un entretien? Voilà, je culpabilise de me dire, mais je sais pas gérer le stress, là. C'est quoi mon problème, en fait? Je prends sur moi, en fait. Je prends tout pour moi et je me dis que c'est de ma faute, en fait. Je ne sais pas gérer mon stress. Tu lui dis quelque chose au départ, là, quand tu sens tous ces phénomènes anormaux physiques? Au début, je dis rien parce que je me dis, je sais que je peux tenir dans le temps. Et quand là, par contre, j'ai le cœur qui palpite, j'ai les gouttes qui perlent, je sens même mes mains qui gonflent. Là, je me dis, non, il faut que je lui dise que je vais avoir besoin d'une pause parce que on est au milieu de nulle part. On est au jardin des Tuileries, donc les arbres sont fins comme mon bras. Il n'y a pas de buissons, il y a beaucoup de gens partout. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de toilette publique. Donc là, je me dis, il faut que je lui dise qu'il va me falloir des toilettes. Donc je lui indique, je me dis comment je vais lui dire ça. Je lui dis, j'aurais besoin d'une pause technique. Voilà, je sors le truc le plus classe possible. Voilà, comme ça il va comprendre. Et en fait, je ne m'attends pas à sa réaction. Sa réaction est un reproche, un grognement. Dis donc, vous auriez pu prendre vos dispositions tout de même. Et ça, je le vois pas venir. Je me dis, mais ça sort d'où, ça? Il est bienveillant, lui, avec son costard et tout. Ça sort d'où? Et je me dis, bon, Sylvie, t'as perdu des points. Ah oui. Voilà. Tu lui en veux pas à lui de réagir si mal non. Pour quelque chose qui est si humain et si courant. Je me mets en mode, ouais, c'est un recruteur, quoi. Voilà, il fait son killer, quoi. Enfin, voilà. Les sensations physiques sont de pire en pire, forcément. De pire en pire. Et vraiment, c'est au bout d'un moment le ventre. C'est mon ventre, il est gonflé. Vous voyez, je suis quelqu'un d'assez bien portant. Et là, le ventre dépasse mes seins. Et c'est la taille. Franchement, c'était plus gros que le ventre d'une femme enceinte. Et là, en fait, quand j'ai vu mon ventre, là, vraiment, il y a eu un message nerveux, neurologique qui est arrivé au cerveau. Et c'était panique à bord. Hein. C'était, là, tu fais quoi, là en fait, stop. Et j'arrête de marcher net. Donc lui, il continue de marcher, il me regarde. Et je dis, excusez-moi, mais là, en fait, je vais devoir mettre fin à l'entretien. Je ne tiens plus. Et il y a des douleurs aussi? C'est violent. Franchement, ça fait des crampes. C'est ça. Au-delà, on n'est plus au-delà on est bien au-delà des gargouillis. C'est des crampes, c'est très douloureux. Et c'est l'envie d'uriner qui provoque c'est le ces ventre douleurs. Gonflé, donc tout est tendu. En fait, mon corps est hyper tendu, hyper gonflé. Et j'ai mal, en fait, vraiment, j'ai mal dans mes mains, j'ai mal dans mes pieds, j'ai mal dans mes jambes, mes mollets tremblent. Mon corps est en alerte générale. Vous êtes dans le jardin des Tuileries, c'est ça. Qui est un grand jardin avec, alors il y a des arbres, mais c'est globalement assez à découvert quand même. Oui, c'est ça, il y a des arbres. Tu peux pas vraiment te planquer, il y a du monde dans ce parc, jour et nuit quasiment. Tu peux pas être planqué. Il me semble qu'il y a des toilettes publiques quand même, non? Actuellement, il y en a, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Tu parles de ces douleurs et de aussi la panique liée à ce que tu vois physiquement, tes mollets gonflés, tes chevilles gonflées, ton ventre. Qu'est-ce qu'il en est de l'envie d'uriner, justement? Tu te dis que tu vas te faire pipi dessus ou c'est pas ta peur à ce moment-là? Si, quand je vois la taille de mon ventre, là, je me dis, là, faut évacuer, en fait. Faut que j'urine.
Et j'observe bien autour de moi et il n'y a vraiment rien. Il y a le petit muret là, qui longe le jardin, qui marque le tour du jardin des Tuileries. Je suis dans les cailloux. Il y a encore des cailloux. Il y a des arbres. Mais je vous dis, les troncs sont fins comme ça. Enfin, on ne peut pas se cacher derrière ces troncs-là, en fait. Les arbres sont beaux, sont majestueux, sont grands, mais ils sont très fins. Et là, je me dis, mais je vais faire comment, quoi? Voilà. Et donc, je suis encore en train de calculer. Et lui, il continue à me parler du Mont-Saint-Michel. Donc, j'interromps l'entretien. Je lui dis, là, maintenant, stop. Et à ce moment-là, on voit 2 personnes passer. Et il me Des dit, collègues à lui. ouais, et il me dit, c'est ma collègue du service ressources humaines. Alors, le mot ressources humaines, depuis ce moment-là, je peux vous dire, j'ai du mal à l'entendre, vraiment, parce que c'est ma collègue des ressources humaines, ça m'a ramené en mode entretien. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le cerveau qui a réagi comme ça, en fait. Ça m'a remise dans une situation de contexte professionnel où j'arrive en fin de droit et j'ai un enjeu qui est important. Donc, malgré les gouttes, la transpiration, le truc complètement bizarre, la situation plutôt lunaire, eh bien, je me remets en mode entretien. Et je dure encore quelques minutes. Donc là, je me dis, mais j'ai une capacité quand même de résistance qui est incroyable, parce que pendant quelques minutes, eh bien, on serre la main de la dame, et c'est ma collègue du service ressources humaines, et toi, comment tu vas? Vous êtes allé déjeuner? Enfin voilà, et il parle dans le normal, et moi, je me dis, faut que je tienne la route, c'est la collègue du service ressources humaines, peut-être qu'on va la revoir après au ministère. Vous voyez le schéma, enfin, je suis prise, vraiment, je suis sous emprise en fait, je suis conditionnée, et tout est fait pour que je me retienne encore davantage et que je n'aille pas bien. Et c'est très gênant, très sincèrement. Moi, c'est d'une violence, mais inouïe, parce que c'est psychologique et c'est physique en même temps. Et je ne comprends pas ce qui se passe. À la fois, à quelques moments, je me suis demandé si j'étais pas en train d'être agressée ou si on n'allait pas me jeter quelque part pour m'agresser. Mais à la fois, il n'y avait rien. Il y avait pas d'arbre. Il n'y avait ni arbre pour uriner, mais il n'y avait ni arbre non plus pour m'agresser. Enfin, je veux dire, et là, je ne comprenais pas la situation. Quelque chose clochait, mais je ne savais pas quoi. Donc ses collègues s'en vont. Cette rencontre, elle dure quoi? 1 minute ou 2, pas plus? Ou 2-3 minutes? Ouais, 2-3 minutes quand même. 2-3 minutes. Tu réussis à passer outre et à faire bonne figure. C'est ça. Mais là, j'ai le cœur qui palpite, mais 10 000. Vraiment. Là, pour le coup, je sens vraiment que c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Dangereux jusqu'où? Dangereux, j'ai peur de mourir. À ce moment-là, tu as peur de mourir. J'ai peur de mourir. Tu as de telles sensations oui. que tu penses que tu pourrais mourir d'un arrêt cardiaque ou... Ah oui, j'ai peur de mourir. Là, vraiment, c'est stop, je dois trouver une solution, je vais mourir. Et à la fois, c'est étrange parce que je ne l'ai pas verbalisé à ces personnes. Je n'ai pas dit je me sens pas bien, au secours. Mais parce que je crois que à la fois, j'avais peur de mourir, mais à la fois, j'avais peur aussi de gâcher mon entretien. Ça, c'est fou. Et c'est vraiment, tout a été fait pour me conditionner, pour m'amener à cette situation-là. On a joué avec mon esprit, mon cerveau, enfin, ma psyché pour en arriver à me conditionner comme ça, au point que je ne demande même pas d'aide. Enfin, c'est un serial agresseur, le type. Enfin, vu le nombre de victimes, et il a fait ça sur son temps de travail. Donc, il était cool, lui, à son travail. Il avait le temps de faire ça. Il avait le temps de tout préparer, changer le circuit s'il fallait changer le circuit. Il avait que ça à faire. Après la rencontre avec ses 2 collègues, tu te dis là, je vais mourir. Donc, quoi? Solution, il faut évacuer rapidement, en fait. Et comme j'ai vu les 2 collègues partir, passer par un souterrain, en fait, il y avait une passerelle piétonne qu'elles ont empruntée. Et pour accéder à cette passerelle piétonne, il y avait un souterrain. Donc, je me suis dit, je vais me faufiler là, en fait. Donc, j'ai fait les quelques pas, je me suis faufilée dans ce souterrain. Et lui, l'agresseur, il est resté un peu plus loin, en fait, Christian N. Il est resté au bord. Donc, je me suis dit, c'est bien, il va vérifier qu'il n'y a personne qui rentre. Et puis, il va dire, non, attendez, il y a quelqu'un qui a un problème. Je me faufile, j'avance un petit peu. Et il y a un endroit qui est un peu plus surélevé, donc je peux voir s'il y a des personnes qui arrivent, en fait. Et là, je me dis, bon, c'est tout, là. Je vais uriner là, tant pis. Et comme je suis en tailleur-jupe, je m'accroupis et je ne descends pas toute la jupe, je descends que la culotte. J'urine. Et là, je m'inquiète, je suis très inquiète, parce que ça n'en finit plus. Je laisse une flaque qui ne finit pas de grandir, en fait. Et je me dis, mais c'est quoi ça, en fait? J'urine pendant plusieurs minutes. C'est pas normal, en fait. Même si j'ai l'habitude de me retenir, je n'urine jamais comme ça. Donc là, je me dis, mais c'est flippant, quoi. Vraiment, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et surtout, je me dis,
Mais j'ai foiré l'entretien parce que la tête que j'ai, comment je me sens, je suis toute gonflée, je suis pas bien, je tremble. Le gars, il doit débloquer complet, quoi. Même la personne des services ressources humaines, elle a dû me voir, elle a dû me dire, dû se dire, c'est quoi ça, en fait? Et le donc, gars là dont tu parles, il fait quoi pendant que tu urines pendant des bah, minutes? au début, je l'ai pas vu, et puis, alors que je suis encore en train d'uriner, parce que ça dure très très longtemps, je le vois qui s'approche et qui enlève, alors très gentleman, de manière très chevaleresque, hein, il enlève sa veste, sa belle veste bleue là, et puis il vient se mettre à côté de moi, il s'agenouille, et puis il dit, je vais vous cacher au cas où quelqu'un arriverait. Donc, mais quand je dis qu'il se met près de moi, c'est vraiment, il est là, il est à quelques centimètres. Et là, je me dis, mais pourquoi il est venu? Pourquoi? Il était bien là-bas, en Oui, fait, il pouvait empêcher les gens de venir. oui, oui. Après, je relativise et je me dis, ça se trouve, il est autant perturbé que moi, parce que c'est pas une situation normale et courante. Donc, ça se trouve, il est perturbé, il veut s'assurer que je vais bien, en fait. Peut-être c'est pas malveillant, peut-être c'est bienveillant. Donc, j'arrive encore à lui trouver un côté bienveillant. Et il reste à côté de moi, donc je suis flippée, j'ai peur, très sincèrement. Je me dis, je suis sous une passerelle, sous un pont, un souterrain, toute seule avec ce type, je suis en train d'uriner. Et lui, il sort sa veste. Et je me dis, c'est pas logique, c'est bizarre en fait. Qu'il te cache, lui, avec sa veste, Oui, voilà, il c'est te, ça. il te cache, et il a le regard où? Justement, là, je me dis, c'est vraiment bizarre. Donc, je regarde régulièrement son visage pour m'assurer qu'il ne regarde pas mes parties intimes, qu'il ne regarde pas plus bas. Enfin voilà, je suis perturbée. Je me dis, c'est quand même étrange cette situation. Et j'ai pas l'impression qu'il regarde quoi que ce soit. Et il a l'air d'être aussi gêné que moi. Donc, je termine d'uriner. Je n'arrive pas à me relever. Donc, je me rhabille et je n'arrive pas à me relever. Donc, il m'aide à me relever. Et il m'accompagne. Donc, on retourne au niveau du jardin des Tuileries où il y a des chaises. Il m'assoit sur une chaise et il me pose sa veste sur les épaules, en mettant bien ses mains sur mes épaules. Très paternaliste, en fait. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis vraiment, mais pas bien, un zombie. Et il me dit, dis donc, quand même, vous avez souvent des problèmes de santé comme ça vous arrive souvent, parce qu'il faut faire attention, hein, madame. Quel sale type. Et là, je me dis, mais pourquoi il me fait un reproche comme ça? J'étais au bord du malaise, là, en fait. Moi, j'étais en train de me dire, pourquoi on n'appelle pas les pompiers, en fait? Vraiment. Et ça m'a traversé l'esprit, mais vraiment, et c'est ressorti, quoi. Et puis, j'ai commencé à sentir de l'urine enfin voilà, c'était mouillé sur le côté. Je me dis, pourquoi je suis mouillée? Et en fait, il se trouve que sa veste, elle était humide. Elle avait traîné dans l'urine. Donc je me dis, je vais lui faire remarquer pour pas qu'il remette sa veste après, quoi. Je dis, oh pardon, excusez-moi, il y a de l'urine qui est sur votre veste, en fait, je sens que ça coule. Et là, il me regronde. Il me dit, mais dis donc, vous auriez pu faire attention. Et là, je me dis, c'était à lui de faire attention. Pourquoi c'était à moi de faire attention? Enfin, moi, j'ai rien fait, en fait, c'est lui qui a mis sa veste. Il pouvait faire attention, lui. Et je me suis dit, c'est vraiment bizarre, cet entretien. C'est complètement bizarre. Lunaire. Mais j'arrivais pas à décoder ce qui allait pas, en fait. J'avais 10 000 idées en tête en même temps, en fait. Je suis en entretien, je suis avec un haut fonctionnaire, j'étais dans un souterrain, j'ai uriné comme jamais j'ai uriné, je me sens pas bien, j'ai foiré mon entretien. En plus, on a rencontré la dame du service ressources humaines. What? Vraiment, pas. Et là, il me dit, écoutez, là, on a quand même passé beaucoup de temps. Moi, j'ai des choses à faire, faut qu'on rentre. Et là, je me dis, ok, on va rentrer. Je me dis, ça va être long de rentrer. Et en fait, en un quart d'heure, on est rentré. Et là, ça aussi, c'est surprenant. Je me dis, on a mis combien de temps pour venir? J'ai pas de notion de temps. Mais là, j'ai l'impression que ça a été rapide pour revenir, pour rentrer. Et on re-rentre à côté de cette salle de réunion, il y a des toilettes. Donc il y a un premier espace où il y a un lavabo et un miroir, et un deuxième espace avec une porte pour accéder aux toilettes. Donc, je rentre dans le premier espace, et là je vois mon visage dans le miroir. Et là je dis non mais définitivement, l'entretien c'est mort. J'aurai jamais de poste au ministère de la Culture ni ailleurs. Même la fille du service ressources humaines, j'essaye même pas de la contacter. C'est même pas la peine. J'étais rouge, mais rouge tomate, comme un panneau stop. On voyait, vous voyez, j'ai des rides là. On les voyait, elles étaient blanches. Et je perlais de tous les côtés. Je me suis dit, mais non, mais avec une tête pareille, c'est foutu. Et puis, je suis retournée aux toilettes. Et là, c'est pareil, j'ai encore uriné beaucoup et je me suis vraiment inquiétée.
Je dis, c'est pas normal, en fait, j'ai un problème de santé. Oui, c'est ça, là, tu commences à te dire que tu es malade. Ouais, j'ai un problème de santé. Ouais. J'ai une réaction qui n'est pas normale. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai un problème de santé. Ça peut arriver, c'est peut-être le stress. Et je ressors des toilettes, je revois mon visage, et là, je vois ce robinet. Donc, je vais pour me laver les mains, et en fait, je me lave les mains, et je bois, en fait. Je suis assoiffée comme un animal. J'ai plus d'eau dans le corps, j'ai tout vidé, quoi. Et là, je me dis, non, mais il y a de l'eau là-bas, en fait. Pourquoi je bois là au robinet? Je me dis, c'est pas grave, je vais boire. Comme ça, il va pas voir que je bois beaucoup de l'autre côté, en fait. J'ai encore ce mode entretien. Et finalement, je sors de l'espace miroir lavabo, j'ouvre la porte, et là, il est derrière la porte. Là, je me dis... Derrière la porte des toilettes? Bah ouais, de l'espace sanitaire général, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça se trouve... Là, comme ça, il est planté là comme, ouais, dans un film d'horreur où... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je suis surprise de le voir derrière la porte. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'est pas rentré dans la salle de réunion. Enfin, trop chelou. Ça se termine là, il est derrière la porte, il te dit quelques mots? Oui, c'est ça. Je reprends mes affaires dans la salle de réunion et puis on met faire l'entretien et il me sort du ministère. Voilà. Ah non, c'est assez rapide. Là, c'est rapide. C'est rapide, vraiment rapide. Et je me retrouve dehors du ministère en me disant, il s'est passé quoi là? En fait, je me sens pas bien, je vais aller me poser quelque part. Et donc je marche, je fais quelques pas et il y a une cafétéria. Et je demande à la dame si je peux m'installer pour prendre quelque chose. Elle me dit, bah, madame, j'ai terminé le service. C'est fini le service du midi. Et là, je me dis, mais il est quelle heure? Et là, je m'aperçois effectivement qu'il faut être 13 heures, quelque chose passé en fait. Je suis rentrée à 9 heures à l'entretien. Je suis sortie à cette heure-là. Ouais, quand même, c'était physique, là. C'était costaud l'entretien. Et puis, elle ne peut pas me servir parce qu'elle a fermé sa caisse. Je lui demande quand même si je peux m'asseoir et boire de l'eau. Donc, elle me sert une première carafe d'eau. Et je la bois assez rapidement. Elle me resserre une deuxième carafe d'eau. Donc, j'ai bu 2 litres en même pas 10 minutes de temps. J'arrive pas à comprendre qu'il m'arrivait quelque chose de pas normal. Enfin, je me dis que je me sens pas bien. Et j'ai quelques échanges de SMS avec ma sœur parce que ma sœur savait que j'avais cet entretien. Et je ne lui ai pas donné de nouvelles. Donc, elle, naturellement, c'est son heure du midi. Elle m'envoie des SMS. Donc, depuis midi, elle m'a envoyé des SMS. Sylvie, t'as pas donné de nouvelles. Comment tu vas? Ça s'est passé comment ton entretien? Et elle commençait à s'inquiéter. Elle m'a appelé. Mon téléphone était déchargé. Donc, elle m'a appelé quelques minutes avant que ça coupe. J'ai eu le temps de lui expliquer. J'ai uriné devant le recruteur. Vraiment, il m'arrive un truc incroyable. J'ai uriné devant le recruteur. Elle réagit comment? Bah, elle me dit, écoute, c'est pas grave. Vraiment, rentre. En fait, si tu te sens pas bien, prends un Doliprane et rentre. Donc ça, c'était plutôt bienveillant en fait parce que du coup, elle m'a donné le réflexe de oui, tant pis. J'avais pris un billet de train pas cher le soir. En général, je vais me promener dans les musées. Et là, en fait, je me suis dit, tant pis, je vais craquer la carte bleue et puis c'est pas grave, je vais prendre un billet, même si c'est cher, je rentre. Et donc, je suis sortie et puis je suis allée au métro pour retourner à la gare et j'y suis allée pieds nus. Voilà, fait marquant, j'avais dû enlever mes chaussures. Parce que tes pieds étaient encore gonflés? Mes pieds étaient non seulement gonflés, mais ils saignaient d'avoir gonflé dans mes chaussures. Si vous voulez, j'avais le frottement de tout le tour du mocassin, en fait. Donc ça saignait. J'ai eu des croûtes dans les jours qui ont suivi. Mes pieds étaient vraiment blessés. Je me suis pointée à la gare du Nord à pieds nus. Donc dans le train, j'étais pas bien. Et arrivée à Lille, j'étais pas bien. Et j'ai eu ce réflexe de ne pas rentrer chez moi. Je suis allée chez la coiffeuse qui habite en face de chez moi. Qui est ton amie? Qui est ma meilleure amie, qui m'a coiffée la veille, qui savait l'importance de l'entretien. Et donc, je suis allée chez elle. Donc, tu rentres chez ta meilleure amie, qui est ta coiffeuse également. Elle est en train de coiffer des clientes. Et donc, il y a 2-3 personnes qui sont là. Elle est dans sa salle de bain en train de rincer quelqu'un. Donc, je tombe avec les clientes. C'est des personnes que je connais, que je vois régulièrement. Et donc, elle me dit « Ah, ça va, t'as eu un entretien ?» Et là, je dis, oui, mais ça s'est pas très bien passé, en fait. Je me sens pas bien, je suis rentrée vite, mais ça s'est pas bien passé. Donc, elle voit à mon visage que je suis pas bien et je commence à pleurer, en fait. Je tremble, je pleure, je dis, non, mais j'ai foiré mon entretien. En premier lieu, je vois les clientes. Et après, elle descend avec une autre cliente. Et puis, je lui dis que ça s'est pas bien passé, tout ça. Et elle me dit, attends, je fais mon brushing, on en parle après. Et au début, je dis pas que j'ai uriné. Je dis juste que ça s'est pas bien passé. Et puis après, elle fait son brushing et tout. Et je lui tourne autour, en fait. Vraiment, je ne tiens pas en place. Je suis debout, je suis hyper active, hyper tendue. Et je lui dis, mais non, mais franchement, je suis gênée, mais franchement, j'ai uriné devant le recruteur, quoi, sous un pont, quoi. Et j'ai besoin de le verbaliser, de parler. Et je mouline. Et même à un moment, elle doit remonter pour rincer une autre cliente.
rincer ses cheveux. Et je reste en bas avec une autre cliente. Et puis elle comprend que j'ai besoin de parler. Et elle me laisse parler, vider mon sac. Et je commence à pleurer. Et je vais pas bien. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais ça avec sa cliente, même si c'est quelqu'un que je connais? Enfin, ça se fait pas, Sylvie, retiens-toi, quoi. Mais c'est plus fort que moi, en fait. Et je pleure et je vois mon visage dans le miroir et je retourne aux toilettes et je tiens pas en place. Je suis vraiment perturbée. Et quand j'indique à ma meilleure amie qu'en fait j'ai uriné sous un pont face au recruteur, elle rigole. Parce que elle est dans son travail. Enfin, pour elle, c'est délirant ce que je raconte. Et du coup, elle rigole. Du coup, avec les clientes, elle rigole. Mais Et, elle croit que tu rigoles toi ou juste elle prend pas la mesure de ce que tu es en train de dire? elle prend pas la mesure en fait. Et donc je leur répète, je dis non mais t'as pas compris. Puis elle me dit mais si j'ai compris, mais c'est pas grave. Et je continue malgré tout de mouliner, j'en parle. Elle coiffe d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui arrivent, il y a des personnes qui partent. Et je continue d'en parler en fait. Ça dure plusieurs heures. Elle voit que je suis hyper active, hyper excitée, je tousse, je suis pas bien. Et donc du coup elle me dit bah, prends ta ventoline, écoute, mets-toi sur le canapé et puis repose-toi quoi. Et au final, je m'allonge sur le canapé, je m'endors. Mais c'était bizarre en fait comme situation. C'était vraiment bizarre quoi. Tu t'endors et tu dors combien de temps? Plusieurs heures. Je me réveille le soir. Ses enfants sont rentrés. Enfin, il me semble qu'il y avait son mari qui était là. Enfin, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Cette histoire, tu vas quasiment la laisser là, ce soir-là. Elle va me durer encore quelques jours après. J'ai encore les brûlures au niveau du ventre, des voies urinaires. Je suis encore gonflée, je tremble, je suis pas bien, je pleure. Je me dis j'ai tout foiré, je suis nulle, je suis incompétente, je suis incapable de retenir mon stress. Vraiment compliqué pendant plusieurs jours. Là, à ce moment-là, ouais, pendant les jours qui suivent, Ah tu es oui. persuadé que c'est ton stress qui t'a joué un mauvais tour et que tu n'as pas su Je gérer. vois pas d'autre explication. Je ne vois pas d'autre explication. Là, à ce moment-là, tu repenses pas, lui, à son insistance sur le Mont-Saint-Michel, le café que tu as pris, etc. C'est bizarre, si, je me dis que c'était bizarre, mais je ne sais pas dire ce qui était bizarre. Tu le soupçonnes pas, lui, à ce Non, moment-là? non. Personne dans ton entourage ne le soupçonne? Non. Il n'y a pas assez de signes? Peut-être ma mère, peut-être qu'elle a eu un réflexe de dire peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais sans plus, quoi. Voilà. À ce moment-là, on parle pas trop de soumission chimique, non, on parle pas de du tout drogue du dans terme. les verres, etc. Peut-être un peu du GHB, Si, la ça, drogue des ça, violeurs. on en parle. Ça, moi, j'ai grandi là-dedans. Enfin, quand j'allais à des soirées étudiantes, ma mère, elle était tout le temps flippée. Elle me disait, tu fais attention. Tu fais attention à ton verre, vraiment. Ça, par contre, j'ai cette culture-là. Dans le milieu festif, il faut faire attention. Dans le monde étudiant, il faut faire attention. Mais pas en dehors. Enfin, pour le coup, c'est ça. On ne parlait pas dans le cadre intrafamilial, dans le cadre professionnel. Ouais. Puis surtout, tu t'es pas faite agresser dans le sens non. où on l'entend d'habitude. J'ai pas été endormie, j'ai pas été violée, il m'est pas arrivé un truc glauque. Enfin voilà, il m'est juste arrivé un truc bizarre en entretien de recrutement et j'ai cru que c'était de ma faute. Voilà. Donc les jours vont passer, toi tu t'en veux terriblement, tu te sens pas bien. Oui, je me sens pas bien. Et puis j'essaye de passer à autre chose et puis je reçois un mail. Il m'écrit, il m'envoie un message. Et là je me dis, ok, alors bonjour madame, j'espère que vous allez mieux. Écoutez, suite à notre entretien, je suis toujours disposée à vous aider dans votre recherche d'emploi. Voici les offres que nous avions évoquées. Je me retrouve face à ce mail et là, je peux vous dire que je l'ai réouvert plusieurs fois. Je me suis connectée à ma boîte mail. J'ai réouvert plusieurs fois ce mail sur plusieurs jours de temps et je me suis dit, je fais quoi face à ça? Vraiment. Hein. Donc il y a les deux petits personnages là qui se sont mis à me parler. Donc oui, mais ça serait bien que tu trouves un super boulot et peut-être qu'il peut t'aider ce type en fait. Peut-être qu'il va passer à autre chose, il va passer outre et puis c'est tout. Puis de l'autre côté, j'avais le petit bonhomme et il s'est passé un truc bizarre quand même. C'est bizarre ce qui s'est passé à cet entretien. Tu peux pas passer à côté de ça, c'est bizarre. En même temps, ton impression d'avoir vraiment foiré cet entretien, là ça tombe, puisqu'il semble intéressé par ta candidature. Ah oui. Et il te relance, donc il y a un petit côté aussi qui te rassure. Oui, il y a un côté qui me rassure, mais à la fois, il y a un côté qui m'inquiète. Ouais. Il s'est passé quelque chose de bizarre, je ne sais pas le qualifier, je le sens pas, en fait. Je le sens pas. Je me suis retrouvée à pisser devant un gars dans un ministère, et le type, il me recontacte, c'est bizarre, en fait. Ah, là, c'est lui que tu sens pas. Ouais, là, c'est lui que je sens pas. Je me dis, je sais pas ce qui se passe, mais je le sens pas. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je lui réponds?
Je lui envoie un truc, histoire d'être poli. En fait, j'ai pas envie d'être mal poli, au cas où je le recroiserai un jour. On sait jamais. Mais à la fois, j'ai pas envie de revenir non plus sur la situation. C'était bizarre. Et je me dis, je vais lancer une perche et je verrai bien si ça me revient ou pas. Peut-être qu'il va s'excuser, peut-être qu'il va me dire quelque chose, je sais pas. Et finalement, il y aura rien derrière. Il y aura plus rien. Il te recontacte pas. Il me recontacte pas. Et ça en reste là, et puis je passe à autre chose. Enfin, j'essaye de passer à autre chose. Mais tu as du mal, tu ne retrouves pas d'emploi pendant les mois qui suivent, c'est ça? Dans les mois qui suivent, je suis perturbée. Très sincèrement, je Ouais. vais beaucoup moins à Paris, je réseaute beaucoup moins. J'ai une opportunité qui se présente de faire du bénévolat. Donc j'accepte la mission. Et c'était pareil, c'était dans les hautes sphères. En fait, c'était un sommet d'intelligence économique. Donc avec des gens très très haut placés. Et en fait, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Et je ne savais pas pourquoi. Je savais complètement pas pourquoi. Je me sentais pas du tout à ma place. Là où j'avais l'ambition de travailler à des postes tels que celui-là, en fait. Donc là, c'était une mission bénévole. Je me suis dit, allez, on essaye. Et en fait, je me suis vraiment pas sentie bien. Je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi tout ça. Ça a entamé ta confiance en toi, en fait. Ah oui, 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 clairement. Je me sentais très très mal pendant les 3 jours. Psychologiquement et également physiquement. Parce que j'ai fait de la rétention d'eau. Et ça m'était jamais arrivé à la montagne. Ah oui. Ouais. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait de la rétention d'eau à la montagne. Et là, je me suis dit, mais dis donc, cette année, il se passe quoi? Ça fait 2 fois que j'ai un problème avec mes jambes dans une situation professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, rien à voir avec un produit qu'on t'aurait mis, Non. mais une espèce de reproduction de Voilà, ce schéma-là, de Voilà, cette journée-là. Et ce jour-là, en fait, ces 3 jours-là, moi, j'ai côtoyé des anciens ministres. Donc, je me suis dit, décidément, ministre, ministère, ça s'associait des mauvaises idées. Moi, je me dis, il y a quelque chose. Je sais pas, c'est pas pour moi. Donc tu lâches l'affaire. Je lâche l'affaire, complet. Ce qui se passe, c'est qu'au début, là, moi, je tombe au RSA. Quelques mois après l'agression, j'ai plus de revenus du tout Ouais, de t'as Pôle plus le emploi. chômage. J'ai plus le chômage. J'ai mon diplôme. Mais j'ai pas réussi à rebondir après l'entretien. J'ai pas fait d'autres entretiens. Je me retrouve avec un super diplôme, mais pas du tout l'état d'esprit de chercher du travail. Je me sens pas bien. Et ouais, je commence à avoir des vraies galères financières, à pas savoir payer mon loyer, mes factures. Je tombe en interdiction bancaire. Ah ouais. Il y a toute une spirale qui se met en place économique, c'est de la violence financière hein, pour le coup. Je me retrouve dans un gouffre financier. Où là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je suis en train de tomber plus bas que bas, quoi. Et puis, l'année qui suit, on me détecte aussi une tumeur cancéreuse sur les voies digestives, à l'endroit où il y a les flux d'eau. Donc là, je me dis, dis donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'étais pas bien l'année d'avant. Ah oui. Voilà. Tu penses avoir une réponse à ce qui t'a hanté quand même pendant pas mal de temps. Voilà, c'est ça. Donc je me retrouve malade, dans une situation catastrophique financière, sans emploi. Et là, je me dis, mais c'est quoi ma vie, quoi? Vraiment, c'est quoi ma vie? Donc, priorité, je me soigne. Voilà. Donc, j'ai la CMU. Voilà. J'ai vraiment je bénéficie des minimums sociaux et qui m'aident à subsister, en fait. Ma famille m'aide aussi, mais voilà, ils me soutiennent. Mais voilà, moi, je veux pas non plus qu'ils me prennent en pitié, quoi. Je me gère. Et donc, je bénéficie de la CMU, je me fais opérer, je me soigne, je prends soin de moi et puis, je guéris. Voilà. Et je me dis, bon, voilà, c'est épreuve passée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche du boulot? Est-ce que j'ai envie? Toujours pas d'envie de chercher du travail, en fait. Alors que je suis au RSA. Pôle emploi me demande actualisation, venez en entretien, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous êtes trop diplômé. Vous devriez trouver du travail, vous êtes trop diplômé. Et là, je me dis, oui, c'est vrai, je suis trop diplômée. Pourquoi je m'en sors pas, en fait? Pourquoi j'ai pas envie de refaire mon CV? Pourquoi ça me gave, tout ça, en fait? Je suis perdue, complètement perdue. Ça dure combien de temps cette période très difficile que tu décris? Eh bien là, on arrive en 2019. De 2015, on passe à 2019, D'accord, donc 4 ans. donc 4 ans. 4 ans où je ne sais pas pourquoi je suis pas bien et ma vie est nulle. J'arrive heureusement, j'ai ma meilleure amie qui est coiffeuse. Donc elle a un projet de créer une entreprise. Donc je me dis, je l'aide. En fait, je traîne dans ses pattes, en fait, clairement. Vous en reparlez de ce moment pendant 4 ans de l'entretien au ministère? J'en parle pas beaucoup.
mais moi, ça m'impacte dans mon quotidien. C'est-à-dire que régulièrement, quand je suis aux toilettes, j'y repense. J'ai des moments comme ça, un peu charnières dans ma vie. Je me dis, ouais, c'est dommage ce qui s'est passé là. J'étais vraiment nulle, en fait. Vous voyez, je m'inflige des reproches. Et souvent, c'est quand il y a des périodes où Pôle emploi me convoque en entretien, où je réexplique, ouais, j'ai eu un entretien un peu bizarre, machin. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, je suis perdue, je me sens plus compétente. On m'a proposé un bilan de compétences, on me propose des choses, mais en fait, j'ai pas le goût T'as à envie de ça, en rien. fait. C'est une sorte de dépression que tu traverses? Ouais, on peut dire ça, Ouais. mais sans savoir que c'est une dépression, Ouais. en fait. Ouais, pour t'as le plus le coup. goût. Et c'est vraiment, tu peux le dater à ce jour de l'entretien. À partir de ce jour-là, ta vie est nulle, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Avant ça, elle n'était pas nulle. Non, Elle était avant, pas j'allais franchement toutes les semames, toutes les 2 semaines à Paris. Je prenais le premier train du matin, le dernier train du soir. Et puis, Pump it up. ouais, pump it up. Alors j'allais non, mais au salon de l'optimisme, vous voyez. J'allais à des conférences organisées par des syndicats sur le bien-être au travail. Enfin, j'étais vraiment mais très active. 4 ans après cet entretien, tu reçois une lettre. Oui. Alors ça, c'est aussi étrange. Ça fait partie des choses étranges de ma vie où j'ai l'impression d'être dans Harry Potter, vous savez, une lettre qui arrive dans la boîte aux lettres. Et c'est une lettre toute simple, hein, vraiment, c'est pas un courrier recommandé, c'est vraiment tout simple, noir et blanc. Donc l'enveloppe, c'est écrit Police de Paris. Donc, Police de Paris. C'est une blague, certainement. Parce que c'est 4 ans après, moi, je ne vais plus à Paris. J'ouvre le courrier, et là, c'est pareil, le logo de la police de Paris. Et puis, c'est écrit en noir et blanc. Bonjour, madame, veuillez nous contacter. Police judiciaire de Paris, section criminelle, capitaine, machin. Je me suis dit, ouais, c'est un peu gros quand même, section criminelle. J'ai l'impression que c'est une blague, en fait. Ouais, C'est un phishing. Tu doutes et pourtant, cette lettre, elle va tout changer. Oui. C'est le début d'une révélation et de Ah oui, tout à fait. tout un système qui va tomber, quoi. Ouais. Sur le coup, je pense que c'est un phishing. Puis après, je me dis, bon, j'appelle quand même, parce que si c'est vraiment la police... Et donc, j'appelle, et puis on me propose... on me demande si j'ai fait des entretiens à Paris, des entretiens professionnels. Je dis, bah oui, il y a longtemps. Et vous aviez fait des entretiens où? Donc, j'explique, le dernier, c'était dans un ministère. Vous vous rappelez qui vous avez rencontré? Je dis, bah non, c'était le nom de quelqu'un de connu, mais il faudrait que je regarde. Je retourne dans mon LinkedIn, je me dis, je vais regarder un peu, c'était quand cette date d'entretien, c'était qui le nom de ce type? Et en fait, je ne retrouve pas dans mon LinkedIn. Et là, je me dis, bah, j'ai plus les messages. Pourquoi j'ai plus les messages? Ah, bah, je suis plus en contact avec le type. Ok, je suis plus en contact. Et en fait, je me rappelle que dans ma boîte mail, je reçois les notifications de LinkedIn. Donc, du coup, je retrouve tous les échanges de messages. Et au passage, je retrouve le mail que j'avais envoyé à ma famille avec les indications. Ne dis pas qu'à ce moment-là, tu percutes pas un peu? Non. Rien. Rien. Tu restes quand même dans ta ligne de c'est moi qui ai déconné, c'est moi qui suis nul, oui. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Comment deviner? Ouais, mais t'as une enquête de police judiciaire qui écrit criminel. Pas spécifiquement pour cet entretien. Il me demande pour les entretiens que j'ai fait à Paris. Et je me dis, non mais, voilà, on me demande pas, on me dit pas, il vous est arrivé quelque chose, venez, on me dit, on fait une enquête, on a besoin d'un témoignage. Tu as vécu quelque chose d'exceptionnel et tu le sais, qui t'a marqué, mais tu n'arrives toujours pas à te dire que lui peut être responsable ou coupable de quelque chose. Non, je n'ai fait que pipi sous un pont quand on regarde. Enfin, voilà, je me suis juste retenue longtemps. Peut-être que j'aurais pas dû me retenir longtemps. C'est ce que je me dis en fait. Je me dis, pour moi, il n'y a rien de mal. Donc tu débarques à Paris. Tu vas dans ce service de police judiciaire, c'est un commissariat. Ouais. Et qu'est-ce qu'on te dit? Ah bah alors, on me demande d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, qui j'ai rencontré à Paris dernièrement, les derniers entretiens. Donc, je lui explique clairement à la capitaine de police qu'en fait, j'ai rencontré ce monsieur N. Donc, j'ai ramené tous les éléments que j'ai imprimés, que j'ai retrouvés dans ma boîte mail. J'ai dit, écoutez, j'ai plus les messages, mais j'ai ça. Je lui raconte ce que je viens de te raconter. Dans le même ordre, en fait, je prends la même chronologie, mais avec les bouts dont je me rappelle à l'époque. J'en arrive à la fin de l'histoire où j'explique que j'ai uriné dans un souterrain. Et là, je vois un petit sourire esquissé sur le visage de la capitaine de police. Et là, je me dis, c'est bizarre. Et elle se lève, elle me dit, écoutez, on va faire une petite pause. Je reviens. Il y a un collègue à elle qui est là derrière, un homme. Et puis,
Je me retourne, je le regarde et puis je lui dis excusez-moi monsieur, c'est un peu bizarre ce que je raconte. Enfin, je suis un peu gênée quand même de raconter ça. Puis il me dit écoutez madame, on est quand même police judiciaire, on en entend d'autres, hein, vous inquiétez pas, franchement, ça va, vous inquiétez pas, tout va bien. Et je me dis, il est bizarre lui aussi en fait. Je me dis, c'est bizarre la situation. Je suis en train de raconter à tout le monde que j'ai fait pipi, mais là, ils n'ont pas la même réaction que les gens d'habitude. Et la dame revient avec une reliure comme ça. Vraiment, je pense qu'elle avait la plus grosse reliure possible en plastique. Et je me suis dit, il y a 2 ramettes de papier imprimé avec des post-it. Et elle vient, elle passe, hop, elle vient, elle se remet à son bureau, puis elle me dit, écoutez madame, je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Et là, je me dis, oula, on va me lire quelque chose. C'est quoi ce bazar? Alors, c'est écrit, à telle heure, début de l'entretien, à telle heure, administration du diurétique, à telle heure, elle me demande une pause technique, à telle heure, elle dit, tiens bon Sylvie, à telle heure, nous rencontrons telle personne accompagnée d'une autre personne à la hauteur de telle passerelle, à telle heure, elle urine dans le souterrain. Le jeu est long, la culotte est noire. À ce moment précis, quand on m'a lu « la culotte est noire », là j'ai compris. Là j'ai compris que c'était une agression. Que le type, il avait quand même regardé. Bien que moi, je n'avais pas vu qu'il avait regardé. Je me suis dit, oui, en fait, lui, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Il n'était pas du tout bienveillant. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas, en fait. Il y avait bien quelque chose. Dans mon esprit, j'ai eu vraiment le bruit de l'engrenage. Tac, 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 tac. T'as été agressé. Tout s'explique. Tout ce que tu as vécu après, c'était ça. Elle recueille d'abord mes premières impressions. Toi, tu comprends tout de suite que ces mots sont les siens, Voilà, qu'il a été interrogé. Ah bah oui, je me dis, il n'y a que lui qui était là, donc il n'y a que lui qui pouvait noter. C'est quand même tracé post-technique. J'ai vraiment utilisé le mot post-technique. Le tiens bon Sylvie, c'est moi qui l'ai dit en fait. Tout est là. Tout est là en fait. C'est pas ce qu'il a dit bien longtemps après. C'est ce qu'il a noté le jour même après l'entretien. Parce qu'en fait, quand il agressait quelqu'un, sur une période de 10 ans, la plupart des victimes ont été notées dans un tableau. Donc il y avait une case avec la photo de profil du CV. Donc moi, c'était ma photo de LinkedIn. Et à côté, il écrivait la date de l'agression, le prénom de la personne avec son âge, et puis il mettait les détails de l'agression. Donc il indiquait notamment la couleur des culottes. C'est dans ce document qu'il appelait expérience. Voilà, c'est ça. Il notait absolument toutes ces agressions avec tous les détails. La culotte noire, la culotte rouge, voilà, les mots qui ont été dits, etc. C'est ça. Parfois des commentaires sur la lingerie. C'est un tableau Excel. C'est un tableau Excel, oui. Donc là, on m'apprend qu'en fait, parce qu'on vient de me lire, c'est un extrait d'un tableau qui contient environ 200 lignes. Donc là, je me percute, je me dis 200 lignes égale 200 victimes. Et qu'en fait, cette personne qui a tout noté dans ce tableau est suspectée de m'avoir agressée et que ce tableau a été trouvé parce qu'il a pris des jambes en photo d'une sous-préfète et que ça a déclenché une enquête. Et dans le cadre de l'enquête, ils ont trouvé ce tableau. Et là, je me dis, oula, donc il y a des photos. Et d'un coup, on me montre des photos. On me demande d'identifier des photos. Donc là, je vois des photos avec mon sac à main que j'avais acheté, mes jambes croisées. Donc il a pris des photos. Sous la table. Sous la table, quand on me parlait, en fait, les premiers moments de l'entretien. Quand tu le vois avec son téléphone, en voilà, réalité, il est en train de te prendre en photo là-dessous, de balayer, de reprendre, etc. C'est ça. Et il a stocké également dans son tableau des photos de quand on marchait, quand on faisait des petites pauses. Voilà, il a fait aussi des photos des jambes. Voilà. Des jambes uniquement. Ouais. Des jambes, enfin. D'accord. Donc il note tout. Ça me fait penser à la sordide affaire Le Squarneck. Ah, tout à fait. Ouais. Ce médecin qui a lui aussi plus de 200 victimes, enfin quasiment 200. C'était un mode opératoire très bien rodé. Et là, je découvre ça, en fait. Je découvre que je ne suis pas toute seule à avoir subi ça. Et tu dis que tu te le prends en pleine face, ouais. avec violence. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu ressens quoi? Quelle est... Eh bien, là, je passe de statut de paumé à victime. Ok, enfin, au moins, maintenant, j'ai une explication. Et je me dis, ouais, il y avait une explication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis paniquée.
parce que je me dis, en fait, je suis en train d'apprendre que j'ai été agressée dans un ministère. C'est quoi ce bordel? Qu'on m'a administré un médicament à mon insu. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bazar, en fait? Qu'il y a plus de 200 victimes. Et là, je me dis, non, mais le même type, il a fait plus de 200 victimes. Donc là, je me dis, c'est quoi cette sordide affaire? J'ai uriné sous un pont à Paris, en fait, parce qu'un type a fait en sorte que j'urine parce que ça allait créer quelque chose chez lui. C'est quoi le but de ça, en fait? Ça sort d'où? On te parle de soumission chimique au commissariat ce jour-là. Ces mots sont prononcés. Je ne me rappelle pas si on me l'a dit ce jour-là. Tout ce que je peux te dire, ce dont je me rappelle, c'est qu'on m'a bien parlé de diurétique. On m'a administré un diurétique à mon insu. Et on m'a demandé aussi ce que j'avais pensé, une fois la lecture de Céline. Et là, ma première réaction, ça a été c'est un malade mental. C'est la première réaction de tout le monde. Quand je raconte cette histoire, c'est un malade mental. Et ce jour-là, moi, je ne savais pas que ça existait, en fait, cette perversion sexuelle-là. Est-ce que tu as déjà pensé que son insistance à aller auprès de l'eau, à te voir uriner, etc., il y a quelque chose d'une forme de l'obsession du liquide, le fait d'avoir amené... Ouais, elle est complète, puisque je suis en train de marcher, j'ai envie d'uriner, on parle du Mont-Saint-Michel quand même. C'est vrai que avec du recul, je me dis, c'est pas anodin quand même qu'on parle du Mont-Saint-Michel. Il y a de l'eau partout autour du Mont-Saint-Michel. Et je suis en train de marcher et il me fait marcher le long de la Seine. Je suis le long du parc. Mais en fait, de mon point de vue, on voit une route et on voit la Seine, en fait. Et il me fait prendre une pause pour regarder la Seine. Donc, c'est pas anodin. Pour moi, ça fait partie du process, justement. L'eau, l'urine, me donner envie d'uriner. Alors, le diurétique, c'est donc un principe actif, un médicament qui t'aide à uriner, mais qui te vide, donc ce que tu as expliqué, complètement de tous tes liquides, fluides, etc. Le diurétique, en fonction des quantités qu'on prend, ça déclenche différents symptômes, en fait. Un diurétique, on ne doit pas le prendre si on a des problèmes cardiaques, il y a des contre-indications. Quand on est enceinte, on ne prend pas un diurétique, par exemple. Donc, en fait, en fonction de notre état de santé du moment et du dosage qu'il a mis, et du type de produit aussi, parce qu'on ne sait pas complètement qu'est-ce qu'il nous a administré. Voilà. Encore aujourd'hui, on ne sait pas. Il a fait des poudres et des mélanges, donc il a fait des petits sachets. Voilà, donc il y a quand même des questions qui se posent sur le contenu de ces sachets. Il y a des sachets qui ont été trouvés. Et donc, du coup, on se retrouve à pas savoir qu'est-ce qui nous a été administré, quel dosage parfois. Donc, des mélanges maison dans des petits sachets. Donc, est-ce que tu peux reconstituer du coup ce jour-là, lorsque vous êtes à la machine à café, la façon dont il a procédé? Non, franchement, je ne sais pas. Ça, c'est le travail de la police. Il a pris ce café. Il avait peut-être le sachet ouvert, il l'a glissé dedans, tout simplement. C'est ça, en allant dire bonjour à ses collègues. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on peut imaginer. C'est ce que j'imagine. Je ne vois pas à quel autre moment il aurait pu mettre ça dans le... Il n'y a encore aucune certitude, finalement, sur le moyen qu'il a trouvé pour mettre cette poudre dans ce café. En tout cas, concernant, j'ai pas de certitude. Après, peut-être que c'est noté quelque part et qu'on me l'a pas dit non plus. L'enquête, elle est encore en cours, donc j'ai pas accès à tout. En tout cas, tu es à peu près certaine qu'il s'agit de ce café, parce que tu n'as rien avalé d'autre dans ce jour-là en sa présence. D'autres victimes à qui j'ai parlé par la suite m'ont indiqué que le café était pas bon. Il y a même des personnes qui lui ont demandé s'il avait mis quelque chose dans la boisson. Il a fait le même piège dans du thé ou dans de l'eau. Il a piégé des personnes avec de l'eau. Donc c'est qu'il savait comment faire. Donc un tout petit point sur la soumission chimique dont on entend parler beaucoup depuis l'affaire Pellico, les viols de Mazan. D'une manière générale, c'est l'administration d'une substance, souvent une drogue, mais là c'est pas le cas en ce qui te concerne, à l'insu de la victime pour altérer son discernement ou contrôler ses actes dans le but, normalement, de commettre contre elle un acte criminel. Alors, il n'y a pas d'acte criminel en ce qui te concerne. Non, c'est délictuel. Mais délictuel. Le délit, c'est quoi précisément ? Le délit, c'est de m'avoir porté atteinte physiquement, en fait, à des fins d'agression, pour moi, des fins d'agression sexuelle. Après, c'est tout le rôle des avocats et de la justice de démontrer ça. L'agression sexuelle, c'est donc là, c'est te contraindre à uriner devant lui et à regarder cette scène. Oui, voilà. Après, ça va être tout un travail juridique, en fait, de qualifier la volonté d'agresser sexuellement
parce qu'il ne m'a pas touché les parties intimes, il m'a pas touché les seins, les fesses, les voies génitales. Mais pour moi, il a quand même, d'un moyen ou d'un autre, réussi à avoir du plaisir, à me voir uriner. Et c'était une perversion sexuelle qu'on appelle une paraphilie. Donc il y a une liste de 40 perversions sexuelles qui sont des paraphilies et qui sont des troubles sexuels. Donc dedans, il y a des perversions qui sont répréhensibles par la loi, la pédophilie par exemple, la zoophilie. Et puis il y a des perversions qui ne sont pas forcément, pour le moment, connues pour être répréhensibles par la loi. Parmi ces plus de 200 femmes qui ont été exposées comme toi, soit lors d'un entretien, soit comme tu le disais, une stagiaire du ministère, etc., il n'y a jamais eu de contact physique. Son seul plaisir connu avec toutes ces femmes, ça a été de les voir uriner. Bah, à ma connaissance, après, c'est vrai que l'enquête, elle est encore en cours. Ouais. Donc là, justement, c'est à la fin de l'instruction qu'on va savoir quelles sont les qualifications contenues contre lui. Et il est possible que pour certaines personnes, il y ait agression sexuelle, par exemple. Après, il y a des personnes aussi qui ont été mises en danger parce que très certainement enceintes ou allaitantes ou avec des graves problèmes de santé. Donc les qualifications, elles vont venir après. On en aura connaissance précisément à la fin de l'instruction. Qui est longue, hein, parce que les faits dont tu parles remontent à 2015, on est en 2026. Il y a des personnes qui ont été agressées encore avant. Donc, et encore avant. Et les faits ont été révélés il y a 5 ou 6 ans maintenant. En 2019, oui. Donc l'instruction est longue et tarde finalement à avoir les victimes tardent à avoir un procès. Oui. Est-ce que tu as l'impression son statut justement d'ancien haut fonctionnaire le protège? Je sais pas en fait. Je pense qu'il y a un côté politique quand même, mais je pense qu'il y a déjà les difficultés de la justice en France qu'on voit sur plusieurs affaires. On l'a vu sur le Squarnec, on l'a vu sur l'affaire Pellico aussi, la difficulté d'organiser les procès, la difficulté de gérer plein de choses en fait, de coter les pièces. Enfin, voilà, on a des moyens limités pour chaque affaire, mais nous, notre affaire, elle est tellement d'une grande ampleur avec un nombre de victimes qui est phénoménal. Et en fait, en France, on ne sait pas gérer quand il y a beaucoup de victimes. C'est déjà compliqué quand il y a une victime. On arrive à perdre des pièces, par exemple. Donc là, en l'occurrence, c'est démesuré, en fait. Et les juges et les greffiers fonctionnent à périmètre constant de budget. Donc c'est compliqué pour eux. Il y a ça, mais il y a aussi, moi, j'ai eu connaissance de mon affaire avant Pellico. Pellico, ça arrive en janvier 2020 dans les médias. Ensuite, il y a eu l'affaire Guerriot, qui est arrivée aussi. Entre-temps, il y a eu l'affaire Laurent Bigorne et il y a eu l'affaire aussi, il y a eu l'affaire Le Squarnec. Et en fait, quand on regarde ces 4 affaires, maintenant, elles ont été jugées. L'affaire Le Squarnec, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai fait partie du comité d'accueil qui a accueilli les victimes à l'Assemblée nationale pour les entendre, en fait. J'étais dans leur audition à l'Assemblée nationale. Oui, mais elles ont un vécu assez similaire au nôtre. Alors, on n'a pas eu les mêmes agressions, mais par contre, dans la gestion administrative, judiciaire du dossier, oui, il n'y a pas eu un traitement facilité pour accompagner les victimes correctement, en fait, que ce soit sur le plan judiciaire ou médical. Et ça, très sincèrement, c'est pas normal, en fait, qu'en France, quand il y a un événement collectif comme celui-là, une agression où il y a du monde qui a été agressé. Donc pour moi, c'est une catastrophe collective. Il devrait y avoir un dispositif de prise en charge et que ça se fasse plus rapidement, que tous les acteurs se mobilisent avec un process à suivre. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pour aucune des victimes. Non. Non. Il y a des personnes qui ont voulu déposer plainte, on leur a dit qu'elles ne pouvaient pas parce qu'il y avait prescription. Il y a des personnes, on leur a dit de ne pas déposer plainte dans tel commissariat, il fallait aller dans un autre, il fallait attendre le numéro de dossier de Paris. Il y a des personnes, on leur a déconseillé de déposer plainte au commissariat. Donc ils ont dit, on me déconseille. Toi, assez rapidement, tu portes plainte. On m'a proposé le jour même. Le jour même, et tu portes plainte le jour même. Oui, si vous voulez, on m'annonce ce tableau Excel, on me le lit. On m'indique des circonstances, on me lit une liste de questions. Alors, est-ce que ce jour-là, vous preniez, en 2015, est-ce que vous preniez des antidépresseurs? Est-ce que vous étiez cardiaque? Est-ce que vous étiez enceinte? Donc, j'ai toute une liste de questions. Donc, j'essaye de répondre comme je peux. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et puis après, on me dit, est-ce que vous voulez porter plainte? Là, je me dis, allez, oui. Tu pleures comme tu n'as jamais pleuré de ta vie au commissariat? Ah oui, surtout en sortant. En sortant. Surtout en sortant. En fait, oui, je suis pas bien et tout, je tiens encore la face, mais quand je sors, en fait, qui m'attend en bas,
En fait, normalement, l'amie qui était là le jour de l'agression, qui m'a coiffé la veille et qui m'a recueilli le jour de l'agression, ben, c'était elle qui m'a accompagnée au commissariat. Et donc, elle devait aller chercher des passeports et puis finalement, elle m'a attendue. Donc, elle a harcelé la capitaine de police en disant « Mais elle sort pas là, Sylvie, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand je suis arrivée en bas, elle était en état de panique, elle était soulagée de me voir et je lui ai dit que ce qui s'était passé les années avant, c'était une agression. Donc là, je me suis effondrée dans ses bras. Elle s'est effondrée aussi. Elle s'est dit, bah mince, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? On était toutes les deux dans un état, mais c'était incroyable. Franchement. Il y a une forme de soulagement, j'imagine, non, d'un truc qui Ouais. t'a poursuivi pendant 4 ans et qui, voilà, où tu as des réponses, tu as toutes les réponses, en fait. Oui, j'ai toutes les réponses à ce qui était pour moi bizarre et mes comportements les années qui ont suivi. Et même mon problème de santé que j'ai eu, en fait. J'ai quand même eu une tumeur. Je me suis dit, bah, en fait, c'est pas à cause de cette tumeur que je me suis pas sentie bien, c'est parce que j'ai été agressée. Et peut-être parce que j'ai été agressée, j'ai eu cette tumeur. Vous voyez, j'ai remis les choses dans le bon sens, Ouais. peut-être. J'aurais pas toutes les preuves, mais ça s'est mis dans un autre sens qui était beaucoup plus logique et ça m'a débloqué sur certains sujets. Donc j'ai été victime et par exemple, à mon rendez-vous suivant à Pôle emploi, j'ai dit, en fait, j'ai été victime. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver un emploi. Et donc, dans mon renouvellement de reconnaissance travailleur handicapé, j'ai aussi rajouté ça dans le dossier, en fait. J'ai été victime. Je viens d'apprendre que je suis victime. Ça me perturbe dans ma recherche d'emploi. Vous voyez, j'ai remis les choses dans le bon sens. Et maintenant, quand je vais à Pôle emploi, j'explique ça, en fait. Surtout qu'il n'y a pas eu encore le procès. Bah oui, j'ai des rendez-vous à Pôle emploi. Et bah, j'explique, je parle. Bon, là, j'attends de rencontrer un psychologue du travail. Les dispositifs sont plus adaptés, en fait, à ma situation. Je vais avoir une meilleure aide, un meilleur accompagnement. Donc tu cherches du travail encore aujourd'hui. Bah, je travaille avec ma meilleure amie, Oui. qui finalement a vraiment créé son entreprise. Je l'ai Oui. aidée à fonder l'entreprise, Oui. comme j'avais des difficultés à faire face. Moi, j'arrive toujours pas à être face à un recruteur en entretien de recrutement. C'est compliqué pour moi. Faire mon CV, c'est compliqué. Parce que ce type m'a demandé de refaire mon CV. Et je suis bloquée pour refaire mon CV. Alors que maintenant, il y a des intelligences artificielles qui peuvent m'aider. Je bloque complètement. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Mais donc tu cherches du travail, tu as besoin de travailler dans toujours la communication. Oui, bah oui. Mais là, j'envisage peut-être de changer du coup. Enfin, Aujourd'hui, tu pourrais aller en entretien dans des conditions. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Bah, justement, j'ai un meilleur accompagnement du fait que je sais Ouais. que j'étais victime et j'ai aussi fait voilà, des bilans médicaux. Enfin voilà, et j'ai un stress post-traumatique, donc j'ai un suivi qui est adapté. 10 ans après, on m'a diagnostiqué d'un stress post-traumatique. Le sachant, je peux mieux me soigner et donc je peux mieux retravailler. Il t'a quand même bien foutu en l'air, cet Quand homme. même, oui. Et on est nombreuses. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, Non. ça peut paraître léger quand on en parle comme ça. Ta Oui, meilleure ça peut être amie pris à la blague, voilà. tes proches finalement n'ont pas réalisé Non. à quel point c'était grave. Mais en réalité, c'est profondément ancré. C'est voilà, le fait d'avoir été manipulé à des fins voilà, de pulsion sexuelle. Une forme de sadisme, de te voir souffrir aussi. Il n'y a Oui, pas c'est que ça. de te voir uriner. La Il y a mise en scène, en fait. toute la mise en scène qui est destinée certainement à voir souffrir ses proies pendant de longues minutes et d'avoir le pouvoir sur elles. Il y a une forme de domination. Alors il est DRH, enfin en tout cas il a déjà un certain pouvoir quand tu arrives dans son bureau et il le prend totalement pour te... Et certainement pour se réjouir du mal qu'il peut te causer sur le moment. L'enquête donc dure depuis 5 ans maintenant, quelque chose comme ça. Ouais. On a appris que ces pulsions venaient de l'adolescence. Visiblement, c'est c'est ce que j'ai lu en tout cas dans la presse. Pareil. Toi aussi pareil. Ces pulsions d'urophilie viendraient de l'adolescence. Donc le procès n'a pas eu lieu. On sait ce qu'il risque s'il est condamné.
Pour la soumission chimique, c'est 5 ans, 5 ans de ans, prison, ouais, et 75 000 euros d'amende, il me semble. d'accord. Et Et on multiplie ça par 200 bah, victimes? malheureusement, non, Non, parce qu'on est en en France, on ne France. fait pas ça. Non, on ne fait pas ça, mais après, il faut voir la qualification des faits. Ouais. Il a quand même trouvé des médicaments, commandé des médicaments, certainement sur Internet, ce genre de choses, en fait. Donc, ça aussi, c'est répréhensible par la loi. Donc, il risque de cumuler plusieurs peines, ouais. Alors, tu vas me confirmer si tu as aussi eu cette information. Aujourd'hui, donc, il n'est pas en prison, puisqu'il n'y a pas eu Non. de procès, il ne fait pas de préventive non plus. Il est libre, Ouais. Christian N. Et il serait consultant RH dans une entreprise. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors moi j'ai su par un article de presse l'été dernier qu'il était effectivement consultant RH, qu'il négociait des appels d'offres, notamment auprès d'hôpitaux, et aussi qu'il était enseignant auprès d'écoles privées. Donc je pense qu'il a été, suite à l'apparition de cet article, démis de ses fonctions, mais il accompagnait des étudiantes dans leur projet de recrutement, et donc il leur faisait des simulations d'entretien, et parfois il les accompagnait également à visiter à des tribunaux de prud'homme, alors qu'il est lui-même mis en examen et qu'il est lui-même dans l'attente de son procès. Il a continué de travailler également sous un nouveau nom, puisque grâce à une loi, il a pu changer son nom de famille, prendre un nom d'usage. Donc c'était facile pour lui de prendre un nom d'usage. Donc en fait, les gens ne pouvaient pas savoir que c'était Christian N qui officiait. Pour eux, ils pensaient que c'était Bernard G. D'accord, sans qu'il y ait une étiquette collée sur son front. Bon, c'est la loi, hein, il y a la présomption Oui, d'innocence, il n'est pas condamné, mais est-ce que c'est un monde tout à fait normal, celui où un homme qui a fait tant de mal à plus de 200 femmes est libre de ses mouvements, libre éventuellement de continuer? Avant de m'agresser, il avait déjà une réputation de photographe. C'est ça. Et donc, on l'a laissé évoluer. Enfin, de photographe. Apparemment, beaucoup de gens dans son entourage professionnel Oui. savaient qu'il prenait des photos sous la table pendant des meetings. Qu'il fallait s'habiller de telle ou telle manière quand on était à son contact. C'est ça. Des femmes savaient qu'il fallait Voilà. être habillé en pantalon, en jean, C'est etc. ça. Ne pas trop s'approcher de lui. Et ce qui est troublant, c'est que rien n'a été fait là non plus pour l'écarter. Aucune mise en garde, aucun avertissement. Aucun article 40. En fait, il y a un dispositif qui existe quand on est agent, fonctionnaire, quand on détecte quelque chose qui est délictueux ou criminel, on a une obligation de signalement. Donc on doit faire ce qu'on appelle un article 40 et de dire, voilà, je signale que j'ai constaté que, on entend dire que, et ça n'a pas été fait pour sa réputation de photographe. Et peut-être que si ça avait été fait pour sa réputation de photographe, ça l'aurait empêché de faire des victimes par soumission chimique. Comment expliquer que ça n'a pas été fait? Je On ne n'a sais pas de pas. réponse. À ce qui paraît, c'est à cause d'Omerta. Vous savez, Omerta, c'est une personne qui travaille dans beaucoup de structures. Et Omerta, voilà. Omerta, c'est la peur même de femmes Ouais, qui ouais. ont peut-être été ses victimes, Oui, je qui pense. savaient, mais Ouais. qui ont peur d'être renvoyées, de perdre leur salaire, d'avoir une réputation d'aguicheuse éventuellement, qui aurait un peu trop montré ses jambes. Ouais. Mais La honte donc aussi. évidemment, s'il y a un message à passer, que ce soit auprès des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes, c'est lorsque ça arrive, article Signaler. 40, signaler à votre entreprise, à votre Signaler. lycée, à votre université, Ouais. partout où vous pouvez, sans dénigrer injustement évidemment, mais là, Non, je pas pense faire qu'il y de avait dénonciation suffisamment. calomnieuse, mais signaler. Rien que de signaler, en fait, c'est déjà une première étape. Tout à l'heure, quand tu es arrivé, je t'ai proposé un café que je suis allé faire complètement dans ton dos. Tu m'as quand même dit du moment qu'il n'est pas drogué, que vous mettez rien dedans, il n'y a pas de problème. Où tu mets le curseur aujourd'hui Alors, le curseur, il est simple, c'est que c'est le deuxième café que j'accepte de la part d'un homme qui me prépare un café depuis 10 ans. D'accord. Voilà. Le premier étant Le premier étant celui d'un autre journaliste de France 3, il n'y a pas très très longtemps en fait. Parce que je fais un travail sur moi avec des psychologues justement pour avancer dans ma vie et lever certains freins qui me restent depuis cette agression en fait. il y a quelque temps, 1 an ou 2, tu n'aurais pas accepté mon café. Il y a 3 mois, j'aurais pas accepté votre café. Il y a 3 mois, tu Ton n'aurais café, pas ouais. accepté mon café. Ouais. Beau boulot depuis C'est 3 ça. mois. Qu'est-ce qui fait que ce journaliste de France 3 ou moi, alors il y a ce travail, mais tu as un peu enquêté pour savoir qui on était ici, d'être bien Pas sûr. forcément, Pas non. forcément. Pas forcément, non.
Donc la confiance naturelle, celle que tu avais avant, revient. Elle revient par un travail avec des psys, même la médiatisation, toute cette affaire. Hein. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais fait de médiatisation nationale et internationale. Là, je me retrouve quand même dans un article du Guardian. Bon, bah, ça fait son effet quand même, quoi. Enfin, je me retrouve comme beaucoup de victimes. Enfin, voilà, la famille Caroline Darian, David Pellico. Enfin, on est des gens lambda, en fait, et on se retrouve mais propulsés dans un univers qu'on ne connaissait pas, la médiatisation. Et puis, à la fois, on a nos valeurs. On a besoin de faire connaître notre histoire pour éviter que ça se reproduise. On s'investit sur les sujets de la soumission chimique, parce qu'il faut faire évoluer les choses. Donc, en fait, moi, à la base, je suis une demandeuse d'emploi. Et je me retrouve victime et je me retrouve à médiatiser. Et en fait, ma vie, elle est un peu conditionnée par toute cette affaire, en fait, malgré moi. Et pour autant, j'ai pas envie de laisser les choses en suspens parce qu'on est de trop nombreuses victimes en train d'attendre. Et on n'a pas envie que ça recommence, en fait. Et on a envie que le système judiciaire change. Mon témoignage, ça fait partie d'un tout. Et ça s'ajoute au témoignage de Caroline Darian, de David Pellico, de Sandrine Josso et de toutes ces autres victimes que je rencontre à l'Assemblée nationale. Il y a une forme de prévention dans ton intervention et dans tes interventions. Est-ce qu'il y a un conseil justement? Qu'est-ce que tu aurais pu faire sur ce jour-là pour... Enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Ou est-ce qu'on est victime, quoi qu'il arrive, de ce genre d'individu qui fait ça en cachette? Est-ce qu'il y a des signaux à observer pour essayer de passer, de pas se faire piéger par ce Là, type je peux d'individu? dire qu'il avait bien rodé quand même son modus operandi, quoi. Pour le coup, je ne sais pas comment j'aurais pu me faufiler. Après, il y a des personnes qui, elles, en détectant le goût du café, elles se sont dit c'est bizarre. Voilà. Donc, c'est arrivé. Voilà, avec lui. Maintenant qu'on en parle, c'est vrai que maintenant on parle quand même de la soumission chimique. Il n'y a pas encore de campagne nationale, mais il y a des victimes qui le font, l'affaire Pellico, tout ça. Faut douter, en fait, quand c'est bizarre, quand c'est suspect, eh bien, on ose dire c'est suspect et mettre de côté, en fait. On ose prévenir son entourage aussi. Et je pense que l'entourage aussi a un rôle très important. C'est que si on est ensemble, en groupe, à une sortie, il faut faire attention. Ou même quand il y a... Je pense à Caroline Darian, sa maman, elle lui disait qu'elle avait des problèmes de santé. Elle pouvait pas deviner. Mais maintenant qu'il y a eu l'affaire Pellico, maintenant, les gens peuvent se dire, oui, il y a peut-être quelque chose, je vais ramener chez le médecin, faut qu'on creuse, en fait. J'ai envie de te remercier, Sylvie, justement parce que ce que tu fais, je pense, est important vis-à-vis de gens qui nous regardent et qui ne sont pas forcément conscients que ce genre de choses peut arriver, d'avoir une connaissance peut-être plus aiguë du monde qui nous entoure, même si c'est pas très rassurant Ça fait peur, de savoir que ce type d'hommes, parce que c'est quand même essentiellement des hommes, voire uniquement, qui ont ce type de... Alors il n'y a pas de pathologie, mais il y a une perversion. Mais s'ils se permettent d'être pervers, c'est parce qu'ils pensent en avoir le pouvoir et le loisir, donc ce qu'il faut à tout prix, et l'impunité, c'est un homme de pouvoir, hein, cet homme qui représente, et il le sait, des choses. C'est pas un homme courageux, c'est un homme qui s'est caché. Donc peut-être qu'à travers ce type de témoignage, il a été pris la main dans le sac, Pellico aussi, le Squarneck aussi. Donc des hommes qui nous regarderaient, qui auraient ces intentions, sachez bien que les victimes témoignent, parlent et que vous serez retrouvés, donc arrêtez immédiatement. Donc je te remercie d'agiter c'est pas un débat, mais ces faits-là qui nous permettent de réfléchir à tout ça. Merci aussi pour ce que t'es, la façon dont tu parles de cette histoire qui est douloureuse, on l'a compris, pendant des années, tu en as terriblement souffert, et souffert de ne pas savoir ce qui t'était arrivé. Et tu en parles avec une forme de légèreté, même d'humour, qui rend cette histoire captivante. Je suis désolé, désolé du terme, mais... Et tant mieux si j'ai embarqué les gens à écouter cette histoire, parce qu'elle est importante, en fait. Moi, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, j'ai envie d'expliquer pour que les gens prennent conscience que ça peut arriver n'importe où. C'est pas que dans la famille, c'est pas que dans les fêtes, c'est aussi dans le monde professionnel, malheureusement, et ça peut arriver en entretien. Je te souhaite de trouver du travail rapidement. Ouais. Et un procès bientôt. Une condamnation. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre ?
Bah, passer à autre chose, tout simplement. Passer à autre chose et Passer à arrêter autre de venir en parler sur les plateaux pour que Oui, ce bah, je soit... continuerai de le faire. Je pense que c'est important d'en parler, mais je serai avec le cœur plus léger s'il est condamné, oui. Merci Sylvie. Merci.